Bonjour chers amis d'Anglo Congo, nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2019. Nous sommes là pour faire l'analyse politique sur la situation politique de notre pays en ce moment. Nous voulons d'abord vous dire combien nous sommes très reconnaissants de votre soutien, de votre participation à cette analyse. Dans les jours à venir, nous serons un peu absents. Alors, donc il faut s'attendre à absent par rapport au direct, mais nous allons continuer à poster et si possible à écrire des articles sur la situation politique de la RDC. Voilà, nous avons trois sujets à traiter aujourd'hui. Le premier, l'Union africaine, l'Union européenne prête à travailler avec M. Félix Tshisekedi. Donc, vous avez tous suivi la déclaration de l'Union africaine et la déclaration de l'Union européenne. Nous avons le deuxième sujet, la Mouka promet la tempête. Le troisième sujet, la CENCO se réserve la possibilité de ne pas participer à l'investiture du nouveau président. Ce sont là les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Commençons par le premier sujet. L'Union africaine, l'Union européenne prête à travailler avec M. Félix Tshisekedi, Antoine, qui est devenu le nouveau président de la RDC après M. Joseph Kabila, qui est son prédécesseur. Il y a eu, depuis l'élection de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays, élection confirmée par la décision de la Cour constitutionnelle. Vous savez, il y a eu une grande controverse autour des résultats de ces élections. Il y a eu des déclarations même de pays étrangers, vous le savez. Pour la première fois, l'Union africaine a osé remettre en cause les élections, les résultats des élections dans un pays membre. Nous avons écouté le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Yves Le Drian, reprendre les langages de la Mouka, la CENCO, mais on aura constaté qu'il y a eu beaucoup de retournements de positions, tant de la part des acteurs politiques au Congo, de la société civile, des pays étrangers, des organisations continentales et internationales. À ces jours, il est de plus en plus clair, comme nous le disions, que l'enjeu, ce n'est pas seulement la qualité des élections. Ce serait naïf. Donc la préoccupation de la France, ce n'est pas des élections démocratiques. La préoccupation de la France, ce sont les intérêts. Vous le savez, dans le précaré français, nous l'avons toujours dit, on trouve très peu de cas de respect des démocraties là-bas. Nous prenons l'exemple du Cameroun, du Tchad, du Gabon, du Congo-Brazzaville, qui est notre voisin le plus immédiat.
du Togo, et les exemples sont légion. Donc, la démocratie, ce n'est pas la préoccupation principale ce n'est pas la préoccupation principale de la France, mais ce sont les intérêts. Toute lecture qui se fera ou analyse sans prendre en compte cet élément d'intérêt, ce sera une lecture faussée, malheureusement. Mais il faut dire tout de suite aussi que les populations africaines aspirent, en tout cas la jeunesse, de sa grande majorité aspire au changement qu'elle veut obtenir par les truchements des élections. Ça, c'est un élément très important qu'il faut prendre en compte. On a de plus en plus des sociétés civiles dans les différents pays qui lèvent la voix pour la démocratie, la transparence, je voulais dire, dans les élections. Il ne s'agit pas seulement d'organiser les élections, mais il s'agit encore qu'il y ait la transparence, qu'il y ait l'alternance. Excusez-moi, il pleut chez moi ici. On sent que la jeunesse en Afrique ne veut plus des élections, des pacotilles, des fausses élections qui sont là pour maintenir des individus au pouvoir ou des systèmes qui ont appauvri le peuple, systèmes dictatoriaux de rester au pouvoir. Ça, c'est une réalité qui est sur terre. Excusez-moi, c'est très important, j'attendais cet appel. C'est pour avoir une information qui va enrichir notre analyse. Il faut que je prenne ça. Gardez l'écoute. Allô, vous êtes. Bon, je veux dire que là, la menace, je parle de la plus, ça c'est précis. J'entends qu'on est facile. Mais là-bas, on a dit ici, dans la mesure du possible, certaines personnes ont dit que sont suspectes. Bon, ce sont des. La province de Tchingou, il y en a même qui semblent dans le plan, c'est pour casser certains postes de police. Et récupérer les armes. En dehors de ça, peut-être on cherche à baisser les caisses et puis on ne peut pas. Bon, ça c'était les deux points. Même que tu amènes là aussi, parce qu'on m'a dit si on a ça, on va mener. Mais dans le plan, c'est de casser certains postes de police dans les civils. Bon, pas de vidéo, quand nous sommes là, donc je suis content d'avoir le visa. Chalamundi. Il y a un gars qui peut dans la ça n'a plus suivi. Pour se noter, évidemment. Bon, tu vois, ambassadeur à Royal, la destitution. Oui, il y a pas de vie. Mais au moins, ils seront représentés pour ceux qui ont été amendés.
Bon, si il faut, on les a la moucano. Bon, la Robin a su pendant la journée pour la campagne. Là, ça va suivre. Ok, je rentre faire les directs. Ok. Alors, chers amis, excusez-moi, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'était un appel que j'ai attendu parce que je ne voulais pas recevoir cet appel pendant que je fais les directs, mais malheureusement, l'appel est arrivé alors j'étais en plein direct. La personne était prenée part à une réunion. Voilà. Donc, on aurait pu commencer ce direct un peu plus tôt que maintenant. Alors, j'étais en train de dire que on sent une aspiration à la démocratie, la vraie en Afrique, mais en même temps, on a un problème, c'est que l'Afrique est un enjeu, et c'est le cas de la RDC, sur le plan de ses ressources. Et souvent, la démocratie ne rime pas bien avec la lutte autour de ces enjeux économiques. Et on a l'impression que au Congo, il s'agissait pas seulement d'élections, mais au-delà d'élections, le puissant s'est positionné pour avoir la mainmise sur certains minéraux qui se trouvent dans notre pays. C'est au fait les problèmes qu'il y a eu chez nous autour de ces élections. Et cette prise de position des différentes puissances, ce positionnement de ces puissances autour de nos minéraux a faussé quelque part le processus électoral. Je parle du processus. Et cette lutte de puissances étrangères autour des minéraux, mais qui s'est fait au travers des élections, a fait que nous avons assisté à une sorte d'alignement des forces politiques sur place au pays, alignement, bien d'alliance entre les forces politiques au pays, avec certaines puissances extérieures qui s'est cachées, mais qui, au moment des résultats, on a constaté qu'il y avait d'une part ceux qui étaient contents, d'autre part ceux qui étaient mécontents. Ce qui est malheureux, c'est parce que même l'Église n'a pas échappé à cette lutte. Je parle ici de l'Église catholique, n'a pas échappé, disons la Senko pour être un peu plus précis, n'a pas échappé à cette lutte. Alors, il restera dans la mémoire des Congolais autour de cette élection, cette polémique, controverse,
sur les résultats. Pourquoi? Parce que on a tenu très peu de, j'allais dire presque pas, on n'a pas donné presque pas beaucoup d'importance sur la qualité des élections, mais c'était surtout sur le fait de conquérir le pouvoir, parce que c'était ça l'enjeu. Et ça, c'est de part et d'autre. C'est comme ça qu'il y a eu des alliances, c'est comme ça qu'il y a des contrats signés à gauche et à droite. Alors, la défaite d'un adversaire politique aux élections ne se limite pas seulement au fait que quelqu'un n'a pas été proclamé vainqueur, mais c'est la perte de tous ces enjeux que l'on comptait avoir par des puissances qui étaient tapies derrière ce processus électoral. Alors, c'est ce qui fait que nous avons des organisations telles que l'Union européenne, l'Union africaine, qui, un jour, prennent une position, et puis, l'autre jour, ils changent complètement de position. C'est très malheureux, mais c'est ça la réalité. Et ceux qui nous suivaient, nous les disions qu'au-delà des élections, c'est l'enjeu économique. Mais le débat, on le couvre par un vernis électoral. Mais c'est vraiment l'enjeu économique qui est à la base de tout ce que nous avons vécu ici. Maintenant, l'Union européenne, l'Union africaine ont accepté de travailler avec M. Félix Tshisekedi, qui est le vainqueur officiel de cette élection. Cela sous-entend, cela pour implication, c'est que M. Martin Fayulu, son appel lancé à l'endroit de la communauté internationale est tombé dans les oreilles des sourds. Cet appel n'est pas pris en considération, tant au niveau international qu'au niveau national, parce qu'on a vu la tentative de mobiliser des gens n'a pas marché et ça le met dans une position très délicate, son leadership du côté de l'opposition, et je crois que son leadership est en jeu. Il devra éviter, comme l'a dit le journal Les Potentiels, des déclarations inopportunes. Je crois que la position où se trouve Martin Fayulu aujourd'hui, il y a quelque temps, personne ne le voyait arriver à une telle position. Il doit prendre ça en considération, savoir qu'il a une visibilité, qu'il y a une année qu'il n'avait pas. Et s'il tient compte de cela, il pourra faire des choses avec beaucoup plus de dignité qu'on lui a toujours connu avant. Il peut jouer un rôle politique important dans le pays, c'est là dans la durée, que de faire des déclarations, à mon humble avis, qui sont inopportunes et maladroites. Quand on n'a pas été à mesure, malheureusement, de présenter le PV devant la Cour constitutionnelle, où on est allé faire un recours, on doit tirer les conséquences. Il avait le choix, soit de faire la contestation dans la rue, soit de suivre la voie légale. Il y a des gens qui disent, bon, écoutez, Tshisekedi, c'était aussi autoproclamé président, mais oui, le fait que Tshisekedi n'avait jamais introduit un recours au niveau de la Cour suprême de justice à l'époque parce qu'il n'y avait pas la Cour constitutionnelle. Mais du moment où vous acceptez d'aller devant la Cour, vous devez accepter les résultats de la Cour, malheureusement. Parce que quand on parle, on défend aussi l'état de droit, mais l'état de droit veut que l'on respecte la loi. Respecte la loi.
Alors, j'ose croire que M. Fayulu, autour de lui, il aura des conseillers qui vont lui permettre, c'est un avis, hein, c'est un avis que je suis en train de mettre, qui vont, des conseillers qui vont l'aider à se ressaisir, à bien jouer son rôle, des leaders de l'opposition, j'ose croire, parce que, bon, à moins qu'il y ait négociation et que les choses changent, à mon humble avis, c'est lui qui est maintenant le porte-étendard de l'opposition. L'UDPS n'étant plus dans l'opposition parce que le président Félix Tshisekedi a été élu. Donc, normalement, ça devrait être M. Martin Fayulu et la Mouka qui vont porter l'étendard de l'opposition. Voilà ce que je pouvais dire de ces organisations, Union africaine, Union européenne, tout ça, concernant les élections chez nous. Je parlais avec un ami qui a parlé avec un ancien diplomate qui lui a dit est-ce que vous croyez vraiment que les fuites, par exemple, qu'on a eues dans la presse sont crédibles? Il dit dès que les gens ont des données qu'ils obtiennent par les moyens qu'eux-mêmes connaissent, il y a possibilité de les manipuler parce que les données sont à leur disposition. Et de ces faits-là, dans certains milieux diplomatiques, on a eu beaucoup d'hésitation à appuyer de telles données parce qu'il s'avère que on ne veut pas donner la source. Ça vient d'où? Comment on les a obtenus? Est-ce qu'il n'y a pas eu manipulation? Est-ce que les données sont fiables? Donc, on ne peut pas dire à ce jour que ces données-là, ces chiffres-là étaient non manipulés. Alors, venons-en au deuxième sujet. La Mouka promet la tempête. Après la défaite de M. Martin Fayulu, qui était le candidat de la Mouka, M. Moussa Nyamwisi, vous vous souviendrez, nous avons dit qu'il y avait un leader du Nord Kivu. Nous le disions, qu'il y avait un leader du Nord Kivu qui était dont les hommes sont sur terrain armés, aujourd'hui nous pouvons les dire, et qui ont fait alliance, ça il faut le dire, et donc ils vont travailler, ils vont mener des actions ensemble. Ils avaient l'intention de mener des actions ensemble avec le groupe de Nkunda Batouare, qui est déjà présent sur le territoire congolais depuis un certain temps. Et nous n'étions pas les seuls à le dire. Certains compatriotes qui sont bien informés avaient aussi relayé cette information par après. Aujourd'hui, nous voyons M. Moussa Nyamwisi, à partir de l'Europe, dire ce calme que nous sommes en train de vivre, c'est le calme qui précède la tempête. Et si vous allez sur le Twitter de M. Olivier et Kamitatou, il est en train de relayer largement c'est plutôt cette interview de M. Moussa Nyamwisi. M. Kamitatou est allé même au point de dire que les images de violence des Kikwit sont en train de remonter en surface et que bientôt il y aura la tempête. Alors on comprend que la Mouka est tentée de prendre les armes. Nous vous avions donné une information comme quoi il y a des hommes armés qui ont traversé le fleuve Congo, venant du Congo-Brazzaville, qui sont à Kinshasa. Cette information, je le répète, parce qu'il y a eu des gens qui ont tenté de minimiser ça, je tiens cette information d'abord pour dire vrai, c'est ce qu'on appelle en anglais intelligence. Donc c'est un renseignement. Ça vient des services secrets d'un pays d'Afrique australe.
Et cette information a été recoupée auprès d'une représentation diplomatique d'un grand pays du monde, toujours en Afrique australe. Parce que quand je l'ai publié, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu peux donner la source? D'abord, ce genre de choses, tu ne peux pas donner la source. Je ne peux pas. Mais pour ceux qui sont informés, ils savent que c'est vrai. Ça a été recoupé au niveau d'une ambassade et on a même demandé à ceux qui sont allés vérifier qu'ils puissent reformuler l'information que j'avais publiée. Mais le fond est resté le même. Il y a un groupe, une compagnie qu'on appelle Executive Outcome. C'est un groupe de mercenariat. Un de leurs chefs a été vu au Congo-Brazzaville il n'y a pas longtemps. Executive Outcome, ils ont fait beaucoup d'opérations en Afrique. Ils étaient même venus au Zaïre à l'époque de Mobutu. Ils ont été en Sierra Leone. Pour vous rafraîchir votre mémoire, une fois, il y a, je crois, plus d'une décennie, il devrait aller faire un cours en Guinée équatoriale, alors qu'ils transitaient par Harare, au Zimbabwe. Ils ont été arrêtés, mis en prison. J'avais rencontré un acteur politique congolais, c'était d'ailleurs avec un ami en Afrique australe, qui revenait des accords de Sun City, alors qu'il était en transit dans un pays de l'Afrique australe. Il connaissait deux officiers congolais qui étaient impliqués dans ce coup-là, qui devraient aller déposer le président Obiangwema. Et même les négociations qui avaient suivi pour libérer finalement ces gens-là par la force. On voulait mener une opération un peu comme l'État hébreu l'avait fait en Ouganda à l'époque, mais ils ne s'étaient pas mis d'accord sur le montant. Hein. Et en cas de décès, il y avait des assurances, certains avantages que les familles de ceux qui devraient mener l'opération devraient avoir. C'est comme ça que cela avait échoué. Cet acteur politique lui-même était de la rébellion aussi. Hein. Donc, c'est une information vraie qu'il y a des hommes qui ont traversé, qui sont à Kinshasa. Il y a un autre groupe qui est au Katanga. Donc, il y a trois zones, le Katanga, Kinshasa et l'Est de la République. Il faut prendre ces informations très au sérieux. Mais la difficulté à laquelle ces gens sont en train de faire face, c'est les soutiens diplomatiques. Il y a beaucoup de pays qui pensent qu'une telle chose, une telle opération pourrait déstabiliser le pays et, quelque part, cela peut affecter des pays voisins. Les élections se sont tenues. C'est vrai qu'il y a eu violence, mais pas comme en 2007, pas comme en 2011. Et certains pays voisins sont contents, d'autres ne le sont pas parce qu'ils auraient souhaité qu'il y ait effectivement des problèmes sérieux au Congo, la violence, pour que cela leur serve d'opportunité de prendre position dans notre pays le long de la frontière qui nous sépare de leur pays.
Il y en a qui souhaitaient une telle chose. Parmi les pays qui s'inquiétaient sérieusement de la situation RDC, il y a l'Angola, qui avait pris part aux négociations, plutôt pour parler à Addis Abeba. Et quand vous suivez, vous lisez l'interview de M. Moussa Nyamwis, il dit quelque part que le pays, beaucoup de pays voisins n'étaient pas prêts à reconnaître la victoire de M. Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, l'Angola vient, le président angolais João Lorenzo vient de féliciter M. Félix Tshisekedi. Alors cela prouve combien les soutiens diplomatiques que cherchait à avoir la Mouka pour déclencher une opération, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour prouver que effectivement ces élections n'ont pas contenté tout le monde et qu'il y a un malaise profond. Cela, ils voulaient le prouver par des troubles et tout ça. Malheureusement, les pays voisins craignent que ça puisse avoir un résultat contraire sur le plan de la stabilité au niveau de la sous-région. Est-ce qu'ils vont le faire? Nous ne savons pas, mais ce qui est sûr, ils sont en train de préparer quelque chose. Nous le disons aujourd'hui ouvertement parce que Moussa Nyamwis lui-même est sorti de sa réserve, mais nous avions des informations. Nous savons par exemple que il y a des gens qui se sont rencontrés dans un pays de l'Afrique de l'Est. Il y a une délégation qui est allée dans le Proche-Orient. Sans compter à cette opération de executive outcome, qu'est-ce qu'ils font? Et ils prennent des anciens militaires, hein, ils leur donnent de l'argent, et puis on les amène quelque part, une sorte de formation de recyclage par rapport à l'opération, et puis ils larguent leurs hommes sur terrain. Le pouvoir de Kinshasa est au courant, la MONUSCO est au courant de ce qui se prépare, et beaucoup de chancelleries occidentales sont au courant. Donc, il y a même des ONG, il y a même un responsable d'une ONG qui était très impliqué, c'est une ONG étrangère, qui était aussi impliqué dans les pourparlers avant les élections, tout ça, au niveau de l'opposition, qui sont au courant. Et nous avons les textes en anglais d'une source diplomatique concernant cette menace. L'ambassade de la France, il n'y a pas longtemps, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, a demandé secrètement à ce qu'on appelle des chefs, on les appelle des chefs des îlots, des chefs des îlots. Donc, on a divisé le Congo en îles, des zones, pour qu'ils prennent leurs dispositions, qu'ils informent encore de nouveau des ressortissants français, des plans d'évacuation au cas où il y a des problèmes. Nous ne le disons pas pour effrayer les gens, nous, c'est pour donner l'information. Et nous le disions avant, nous avons rentré, vérifié sur mon mur, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, un responsable politique, un leader politique du Nord Kivu. Ces hommes à lui sont prêts. J'ai demandé pourquoi. Une fois j'ai posté pourquoi Moussa Nyamwis, qui est leader du Nord Kivu, ne dénonce-t-il pas la présence de Nkunda Batware et ses hommes à l'est de la République. Vous avez vu jusqu'aujourd'hui,
le président Sassou Nguesso, qui est notre voisin immédiat, jusqu'aujourd'hui n'a pas encore fait un message de félicitations au nouvel élu. Je crois qu'il va le faire maintenant que l'Union européenne l'a fait, et la France va le faire, mais il s'était limité à féliciter le peuple congolais, à prendre acte de nomination, plutôt de l'élection de M. Félix Tshisekedi. Donc tout cela, c'est des indices de ces malaises au niveau de la sous-région, tout simplement parce que, non pas parce qu'ils ont les soucis de la démocratie. Il y a un homme comme Sassou Nguesso, on sait que c'est un dictateur de pire espèce, mais le problème c'est qu'il représente les intérêts de certaines puissances et il doit faire le jeu. Il doit faire le jeu. Toutes ces puissances sont passées par des organisations régionales et d'autres organisations internationales pour faire avancer leurs intérêts. Donc, aujourd'hui, les Congolais, nous devons nous poser la question, est-ce que la voie à suivre, c'est la violence? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'engager un dialogue? Le nouveau président, d'approcher les gens de l'AMUCA. On a parlé de certains contacts préliminaires, mais il y a un autre groupe qui me semble défocant, ou bien c'est une sorte de radicalisation parce que la mission qui devrait venir au nom de l'Union africaine n'est plus venue, les résultats étant validés par la Cour constitutionnelle. Les Congolais doivent imaginer des solutions pour que nous ne puissions pas tomber encore dans des guerres autour des minéraux et qui vont davantage endeuiller le pays. Les gens doivent se rencontrer et trouver une solution. Dire, bon voilà, c'est notre pays. Si jamais, j'allais dire, si les choses n'ont pas marché telles qu'on l'a voulu, parce que le premier responsable, c'est la CENI, qui a organisé des élections qui ne sont pas, j'allais dire, assez transparentes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Jacques Mamba, personne n'a suffisamment le PV pour prouver qu'il a gagné. Personne. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Même pas l'Église catholique. Même pas l'Église catholique. Et ici, je voudrais... Bon, je ne suis pas catholique, mais j'ai beaucoup de respect pour l'Église catholique parce que mon éducation, mon instruction de base, je l'ai obtenue essentiellement auprès des catholiques. Je voudrais attirer l'attention de l'Église catholique, bon, disons des fidèles, hein, parce que les clergés, c'est qu'ils doivent faire très attention. Vous savez, au Rwanda, lors du génocide, l'Église avait pris une certaine position, qui peut-être elle pensait elle était la bonne en ce moment-là. Mais par après, l'Église était très critiquée parce que elle avait paru comme une organisation qui avait cautionné le génocide. Je n'invente rien, c'est une grande église que je respecte, très influente, mais vous savez que le pape, l'actuel pape, avait présenté des excuses auprès de Paul Kagame, selon que l'église avait joué un très mauvais rôle. Non seulement ça, moi je crois que l'église a commis certaines erreurs dans ces processus. Et je l'ai dit parce que M. Félix Tshisekedi l'a dit. Dans une interview, il a dit que l'Église a commis une erreur. C'était quand ils se sont précipités de dire que nous connaissons les résultats et qu'ils avaient même distribué, donné à certaines représentations diplomatiques au pays les noms, entre guillemets, des vainqueurs. Alors que, comme je l'avais dit, ces élections ont connu ce qu'on appelle le hacking, le piratage. Hein? Je l'avais dit que
les systèmes informatiques de la CENI est pénétré. Ces fuites que vous avez vues, c'est le résultat de la pénétration des systèmes informatiques de la CENI. Et il n'y a pas que la Mouka qui a obtenu ça grâce, j'allais dire, au hacking. Il y a d'autres puissances étrangères, il y a d'autres organisations. Et quand on confronte les résultats, c'est là où il y a problème. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'une fois que les données sont entrées dans les systèmes, si c'est quelqu'un a obtenu 90 voix, vous ne pouvez pas venir avec un autre résultat pour dire non, c'est à peu près la même chose quand nous comparons avec celle de la Cinco. Cette personne ici a obtenu 84 voix. Non. Quand ça entre dans la machine, les résultats restent les mêmes. Ils ne changent pas. Parce que déjà, les journalistes qui avaient fait l'enquête, quand ils ont commencé à comparer les résultats, je ne parle pas, il y a les résultats, hein, ce qui a servi de base à la CENI, et la projection. Mais quand ils comparent les résultats avec la CENI, il y a des chiffres qui se rapprochent, mais qui ne sont pas exacts. C'est là que j'ai dit non. Dans la machine, n'entrez pas des chiffres comme ça. Vous avez 53 voix, et puis là-bas, non, c'est 50. Non, 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 ça n'existait pas. Je pense que la sagesse serait que l'Église joue le rôle de rapprocher les uns les autres. J'ai suivi les propos, là c'est le troisième point, de l'archevêque de Kinshasa, un homme très courageux, un homme de conviction, Monseigneur Fidèle Mbongo. Quand vous suivez la vidéo de France 24 en français, vous sentez qu'il y a sa dernière phrase quand il parle de la possibilité de ne pas participer à l'investiture. La dernière phrase est mise en silence. Il dit « mais », il y a un « mais » qui vient. Quand il dit « nous nous réservons le droit, hein, la possibilité plutôt, de ne pas participer, parce qu'une invitation n'est pas une convocation ». Il dit « mais nous allons », et France 24 met cette partie-là en silence, la journaliste reprend la parole. L'Église doit faire très attention parce que ces propos sont exploités de manière tendancieuse. J'aurais souhaité qu'on laisse le public écouter la phrase de Monseigneur Mbongo jusqu'à la fin. Le travail de lobbying au niveau des médias, l'Église doit en être consciente. Et cela est vrai pour les uns et pour les autres. Parce que c'est une institution qui garde encore plus ou moins la crédibilité dans notre pays, l'Église catholique. Et qui n'oublie pas, nous sommes à l'époque de l'information comme jamais avant. Dans les couloirs, dans les coulisses, il y a eu des chantages que l'on a fait à l'Église. Si vous publiez ça, nous allons aussi publier ça, et votre crédibilité sera en jeu. Dans ces genres de chantages, parfois ils vont plus loin. Un jour, je suis entré dans les câbles diplomatiques. Un câble diplomatique sur le cardinal Mosengo. À l'époque, il était Monseigneur Mosengo. Je vous épargne les choses qu'un diplomate belge, qui d'ailleurs a menacé, enfin, il était mécontent quand il y a eu
l'éclatement de l'accord de Genève, parce que c'était un pro-libéral, c'est un libéral, ce Belge. Il fut ambassadeur chez nous au Congo, et il était devenu par la suite l'envoyé spécial de la Belgique dans les Grands Lacs. Dans un entretien avec l'ambassadeur américain au Congo et d'autres responsables américains, il y avait aussi des responsables français, des choses qu'il avait dit sur l'instruction qu'avait donnée, l'ordre qu'avait donné Vatican au cardinal Mosengo concernant sa vie personnelle, en disant au cardinal que non, de faire attention parce que les pouvoirs de Joseph Kabila étaient en possession de certaines informations sensibles et que si on mettait ça sur la place publique, ça ne serait pas bien. Moi, je m'interdis par respect aussi de... Je n'ai jamais révélé ça. Et Vatican avait donné de l'ordre. Monseigneur Mosengo, non, modérez votre langage parce que on peut exploiter certaines informations contre vous par les pouvoirs en place. Donc, les prêtres doivent faire très attention. Quand vous regardez la vidéo de la Senko, après qu'ils aient demandé de rencontrer Joseph Kabila, donc ça c'est après la publication des résultats, écoutez les propos de l'abbé Chollet, comparé avec ce qu'ils avaient dit à la conférence de presse. Alors, comparé, vous allez voir que ces propos avaient changé. Je me suis dit, parce que vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je me suis dit, c'est comme si là-bas, il y a eu des menaces, ou bien il y a eu un chantage, et de voir ces prêtres changer son langage vis-à-vis du pouvoir. En politique, il y a beaucoup de choses. Je vous ai toujours dit que au Zimbabwe, il y avait un archevêque très connu, l'archevêque de Bulawayo, archevêque Nkrumah, un homme très crédible, très critique vis-à-vis du pouvoir de Robert Mugabe. On disait que c'est lui d'ailleurs l'opposant principal. C'est l'homme que Mugabe craignait le plus dans le pays. Pendant plusieurs années, ces messieurs étaient très critiques, très écoutés à l'extérieur, très écoutés dans le Commonwealth. Mais vous savez, qu'est-ce qui était arrivé un jour? Le président Mugabe, alors qu'il prenait part à l'enterrement d'un des généraux de son armée qui avait fait la Ligue de libération du Zimbabwe, il dit, aujourd'hui nous enterrons un héros, demain peut-être moi aussi je vais partir. Nous prions que Dieu nous garde tous. Vous savez, moi, j'allais devenir prêtre. Mais, parce que Mugabe, effectivement, il a été élevé par un prêtre jésuite et il était parti faire les grands séminaires. Il dit, voilà, mais j'avais compris que je ne saurais pas rester sans être marié. Il y en a d'autres qui sont allés jusqu'au point de faire le vœu de célibat, mais au lieu de respecter leur vœu, eh bien, ils ne respectent pas leur vœu. Ça paraissait comme une digression. On enterre un général, lui évoque un tel sujet, on n'a pas compris. La nuit, un flash passé à la télé, comme quoi il y aura une information, mais que les enfants ne soient pas là. Vers 23 h, un journaliste apparaît
Il dit, voilà, l'archevêque de Bulawayo ne respecte pas son vœu de célibat et de chasteté, voilà. On a des images et on balance les images. Et je vous dis, ce n'était pas beau à voir. Des images, hein? Lui et une femme qui travaillait à l'archevêché, dont les maris aussi travaillaient là-bas. Quand on a balancé ces images, j'avais eu froid au dos. Et les jours suivants, les porte-parole de l'archevêque, il dit non, c'est le montage. Et nous nous réservons le droit de porter plainte. Après, les gens de Mugabe sortent et disent, ah bon, c'est le montage. D'ailleurs, il y a des choses que nous avons censurées. Si vous continuez à démentir, nous allons tout balancer. Parce que quand c'était arrivé au moment de faire l'acte, on a coupé. Donc on a montré l'archevêque en train de se déshabiller. Vous êtes des adultes, vous comprenez. Donc, en politique, on cherche les points faibles des gens qui peuvent te déranger. Je dis des choses vraies. Hein? J'ai cherché cette vidéo sur YouTube. Ça n'existait pas. Mais il y a des articles qui existent sur cette affaire dans la presse écrite. Vous savez qu'est-ce qui était arrivé après? Vatican avait rappelé l'archevêque Koubé au Vatican. Donc, il y a des choses, l'Église doit s'assurer que nous avons la bonne information, que nous sommes en position de rester fermes sur ce point. Sinon, ils vont donner lieu à un pouvoir désespéré de les salir. C'est un conseil que je donne. Il y a des gens qui suivent. Mais au-delà de cela, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à une guerre entre les évangéliques et les catholiques? Parce que c'est une réalité, ça existe aussi aux États-Unis. Qu'on le veuille ou pas, les églises dites de réveil et les églises évangéliques, on les vend en poupe. Aujourd'hui, on parle d'à peu près la moitié de la population congolaise et les catholiques. Mais le reste des Congolais, c'est des chrétiens. Ils vont dans quelle église? Ils vont dans les églises protestantes. Mais dans ces églises protestantes, vous avez aussi ce qu'on appelle les pentecôtistes, dont la doctrine n'est pas différente des églises de réveil. Et tous eux ensemble, ils forment ce qu'on appelle les évangéliques. Pourquoi je dis cela? Vous voyez des images de M. Félix, ce n'est pas un secret. En fait, moi, j'avais vu cette vidéo le jour même qu'on avait prié sur lui au Ghana. Le jour même, disons même quelques heures après, j'avais eu la vidéo. Mais comme on m'avait dit de garder ça, de ne pas publier, c'est comme ça que j'avais gardé. Le pasteur, l'archbishop que vous voyez, William Duncan, il est très influent au Ghana. Très, très influent. Ce sont des gens qui avaient dit au prédécesseur de l'actuel président, parce que le prédécesseur, c'est un musulman. Quand ils ont constaté qu'il commençait à recevoir certains fonds pour contribuer à l'expansion de l'islam au Ghana, le deuxième pasteur que vous voyez qui dit à M. Félix Tshisekedi, when we pray, it is done.
next year, when you come here, you'll be the president of DR Congo. Ce pasteur-là, Sam, l'apôtre là, avait dit publiquement au Ghana, au prédécesseur de l'actuel président, que vous ne serez pas président au prochain mandat, publiquement. Ils avaient fait des prières, ils ont mobilisé les gens. C'est comme ça qu'ils ont contribué à l'élection de l'actuel président du Ghana, qui est mort, qui est fidèle dans une église, qui chante même dans la chorale. Nous le voyons aussi au Nigeria. Au Congo, ça a toujours existé aussi. Lumumba avait, entre autres, je l'ai dit une fois, des problèmes parce que Lumumba n'était pas catholique. Il l'était avant, il était devenu protestant. Je l'ai dit plusieurs fois, et j'avais même dit ça à des proches, très proches, à un parent de Dr Mukwege, l'année passée, plutôt en 2017. Je lui ai dit, faites très attention, cette affaire de transition sans Kabila, je sais que le docteur est bien positionné, mais sachez que l'Église catholique est en train de travailler contre vous. Parce que tout simplement, ce n'est pas un catholique. Il est l'enfant d'un pasteur, ce qu'on appelle pentecôtiste. Son père a beaucoup contribué à l'implantation de l'église CEPAC à l'est de la République et même en Tanzanie et au Burundi. Je suis en train de me poser la question, est-ce que nous n'assistons pas à une telle lutte au niveau du Congo? Ne prenez pas ça à la légère, ce n'est pas de la polémique, c'est que le pasteur Mukuna dit, mais prenez les propos de Kankeza, prenez les propos de Kizamina et de Mukuna. En dépit de ce qu'on peut dire de ces gens, c'est des gens qui ont ils ont beaucoup, une portion de la population derrière eux. Et le pouvoir de Kinshasa, je parle des choses que je connais. En 2017, j'ai rencontré un représentant légal dans une communauté, une grande communauté de protestants, plutôt des protestants évangélicaux, qui connaît des problèmes aujourd'hui. J'ai eu un long entretien sur la crise politique au Congo et sur la crise au sein même de cette église-là. Au finish, il m'a dit, ce que nous sommes en train de vivre dans notre église ici, c'est un problème politique, c'est un problème qui a des ramifications politiques. Pourquoi SCC a toujours été, pas cette fois-ci, a toujours été du côté du pouvoir? Parce qu'il fait le contrepoids. Pourquoi c'est Joseph Kabila qui avait donné finalement la personnalité civile aux églises des réveils? Mobutu est parti, il ne leur a pas donné la personnalité civile. Il leur avait donné la liberté d'exercer le ministère, tout ça. Pourquoi? Derrière ça, je suis désolé, il y a des calculs politiques. Il y a des calculs politiques. Moi, je suis en train tout simplement d'expliquer comment certaines forces agissent en coulisses quand il y a une compétition politique. Dans le pays où je suis, je fais partie d'un lobby chrétien. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le Congo, c'est pour des problèmes qui se posent dans ces pays. Par exemple, nous avons eu les référendums pour reconnaître les mariages homosexuels. Mais les chrétiens s'étaient mobilisés. On a eu des réunions, on a fait des cotisations,
pour mobiliser la presse. Malheureusement, le référendum était en faveur, ce n'était pas notre faveur, c'était en faveur des lobbies qui soutenaient l'homosexualité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est on est en train de pousser les églises, plutôt les écoles chrétiennes, à accepter les personnels enseignants qui sont homosexuels. Nous sommes dans cette lutte-là. Comment Moutamoudou Kassavou est devenu président? Lui qui n'avait pas la majorité au niveau du Parlement. Parce que le président était élu au niveau de la Chambre. Il y a eu l'intervention, entre autres, de l'Église catholique. Il y a eu des négociations. C'est comme ça que Lumumba avait sacrifié Bolikango, qui normalement devrait être président. Ce que nous disions de l'Église protestante, c'est qu'on leur reprochait, il ne faut pas que l'Église catholique, qui est une grande Église, puisse tomber dans cela. Quand elle dit qu'elle est au milieu du village, elle doit rester au milieu du village. C'est pour cela que je disais l'autre fois, non, écoutez, c'est une Église crédible, il ne faut pas oublier, très ancrée dans la société, qui a fait beaucoup de choses et qui continue à le faire. Mais quand il y a compétition politique, elle doit faire très attention. On constate la montée de l'islam à Kinshasa. Je parle seulement de Kinshasa parce que une étude nous avons fait, j'ai pris part à cette étude. Sur la montée de l'islam à Kinshasa. On a seulement pris Kinshasa. Regardez, constatez le nombre de mosquées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chaque organisation que vous voyez, que vous ne le vouliez pas, a un agenda politique quelque part. Les ONG même, en 2006, il y a une ONG, aujourd'hui je peux vous le dire, CARE, C-A-R-E. Cette ONG, ceux qui connaissent, ils connaissent. Le numéro 1 était venu au Congo. Il a rencontré des responsables politiques de tous bords. Quand on lui a demandé d'aller à l'Imété, il a refusé. Il dit non, 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 pas cet homme-là. Mais suite à ce qu'on lui avait dit, en dernière minute, il a dit, bon, allons-y un peu l'écouter. Il sort de là, il dit à celui qui l'avait accompagné, il y a des gens qui connaissent ce que j'ai dit. Si vous voulez, si vous êtes branché, vous pouvez vérifier ce que j'ai dit ici. Il dit, mais les rapports que nous recevons de cet homme et ce qu'il m'a dit, c'est différent. Savez-vous que des ONG qui étaient basées à l'est de la République avaient battu campagne pour Joseph Kabila en coulisses en 2006? Moi, j'ai travaillé dans une ambassade d'un pays de l'Occident, parmi les pays qui ont fait beaucoup de bruit autour de nos élections. Ça m'a permis de découvrir certaines choses. J'ai travaillé dans une ONG. Dans les pays où je suis, j'ai été interprète d'IACER, volontaire, interprète volontaire d'IACER. J'ai été réfugié. Je peux vous dire, main sur cœur, que toutes ces... Je ne dis pas qu'elles ne font pas leur travail. Mais comme ce sont des organisations qui sont dans la société, en contact direct avec la population,
En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, même quand ils disent que nous sommes apolitiques, je n'en ai pas vu, par expérience, celles qui sont réellement, totalement, entièrement politiques. Les ONG, pour la plupart, ce sont des auxiliaires des gouvernements. Les fondations. Si ce n'est pas... Il y a des ONG qui n'aiment pas le financement du gouvernement pour garder leur indépendance. Mais il faut se poser la question, elles fonctionnent grâce aux dons de qui? Mère Teresa, par exemple, paix à son âme. Mais la plupart de ces donateurs, les meilleurs donateurs, c'était des dictateurs, des tyrans. Si elle n'accepte pas de prendre l'argent des ONG, vous trouverez, c'est un riche, un multimilliardaire qui donne de l'argent. Mais ces riches-là, il a certainement une tendance politique. Ou bien c'est une compagnie. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique proprement dit est détenu par qui? Dans le monde aujourd'hui, c'est les compagnies, il faut le dire. Il y a un Français dont j'ai oublié le nom, il y a, je crois, 20 ans passés, j'avais lu un livre, hein, Les Nouveaux Empires. Les nouveaux empires aujourd'hui, ce sont les multinationales. Partout où vous allez, tous les pouvoirs que vous voyez ici, même aux États-Unis, vous trouvez tous ces groupes conjuguer les efforts pour que quelqu'un devienne président. Alors je disais, le pasteur ghanéen William Duncan, il est parmi des pasteurs, les rares pasteurs africains qui vont aux États-Unis prêcher dans des très grandes églises. Il est associé aux pasteurs qui ont accès à la Maison Blanche pour aller prier. Il y a 3 ou 4 mois, il a prêché chez T.D. Jakes aux États-Unis et il va dans des grandes églises prêcher là-bas. Le pouvoir de Kigali a utilisé les réseaux des évangélicaux aux États-Unis dans son lobby. Nous sommes en train de vivre les mêmes phénomènes maintenant au Congo. Je parle des choses que je connais. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon, mais j'explique cette autre lutte cachée. Au Ghana, ces pasteurs-là avaient pris parole ouvertement pour dire « Tu ne seras plus président ». Parce que nous avons consacré ces pays à Christ. Ça, ce sont leurs propos. La Zambie, ceux qui ont vécu en Zambie savent. C'est l'un des rares pays, c'est parmi les premiers pays en Afrique noire qui avait connu cette influence, au point d'arriver de déclarer la Zambie pays chrétien. Mais c'était le fait des évangélicaux quand Chiluba était au pouvoir. Alors, ces évangélicaux, de temps en temps, sont en guerre contre les catholiques. Une guerre qui ne dit pas son nom. Mais dans des pays où l'islam connaît une grande poussée, souvent, les catholiques et ces évangélicaux s'allient pour combattre l'expansion de l'islam. Donc, je voulais un peu expliquer cet enjeu. Ne vous étonnez pas que l'Église ne soit pas tellement chaude avec telle autre personne. Parce que, à vrai dire, M. Félix Tshisekedi, par exemple, pour son cas, et Martin Fayulu, à vrai dire, l'Église qu'il fréquente réellement, c'est une église pentecôtiste.
faisant partie des assemblées des dieux du Congo, l'église du pasteur Dalo, qu'on appelle, je crois, centre d'accueil missionnaire Philadelphie, quelque chose comme ça. Et dans cette église vont beaucoup d'autorités du pays, des leaders politiques, tant du pouvoir que de l'opposition. Mais pour des raisons des campagnes, tout ça, il arrive de temps en temps, le même leader se présente dans le culte des catholiques, s'engage dans les actions des catholiques. Bien que, par exemple, le cas de M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas un secret, leur famille était beaucoup plus ancrée dans l'église catholique. Mais au fil du temps, comme l'église catholique a connu beaucoup de départs et tout ça, en matière de foi, M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, on peut le dire, c'est un évangélico. Même Fayoulou, même Nanga. Je ne vais te dire, le pasteur Dalo a même donné une requête dans l'église, mais il était très sage, ne citant pas les noms des gens, quand il y avait les tiraillements avant les élections entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, qui sont ses fidèles à lui. Les gens ne font pas attention, mais au regard des personnalités qui fréquentent son église, il est l'une des personnes les plus influentes du pays, le pasteur Dalo. Roland Dalo. Mais c'est un homme sage, hein, qui n'en fait pas un objet de gloire, de publicité. Je les trouve sages et humbles. Je dirais même mûr. C'est un homme mûr. Donc ne prenons pas la légère, même si ça a la forme de la polémique congolaise, il y a une vraie lutte au niveau des églises. Une vraie. Donc là, c'était mon dernier point, mais je crois que je pense que l'Église sera représentée. D'après mes informations, vous savez, l'ambassadeur des États-Unis avait eu un entretien hier avec le président Félix Tshisekedi. D'après mes informations, l'ambassade sera représentée. Je sais pas, mais les États-Unis, comme je vous ai dit, moi je viens vous dire, j'aime souvent aller chercher ce qui ne se dit pas. Les États-Unis ont joué un grand rôle dans ce qui est arrivé, mais dans l'ombre. Je vous disais, regardez le pays anglophone. J'ai même dit à un ami qui m'avait appelé de la Belgique, RTBF et lobby, j'ai dit, mais c'est parce que vous vivez là en Belgique, vous croyez que la Belgique pèse sur le plan international. Elle ne représente rien. Quand il y a des grands enjeux réels, aujourd'hui, vous voyez, ils sont en tous de faire marche arrière. Parce que le monde, que vous ne le voulez pas, le monde est entre les mains des anglophones. Moi, si j'aurais l'occasion de rencontrer le ministre, celui qui sera le prochain ministre de l'enseignement, je vais lui dire, nous devons sortir de cet isolement linguistique. Il faut tout faire la promotion de la langue anglaise, enseigner cette langue dès l'école primaire, que ça rentre dans les programmes dès l'école primaire. Les grands marchés, les grands business, c'est en anglais. Tous les chefs d'État, en tout cas ceux que moi je connais, vous commencez par Jacques Chirac, vous venez comment l'autre s'appelle, Sarkozy, Hollande, l'actuel, tous parlent l'anglais.
Pourquoi nous qui sommes un grand pays, avec une si grande population, nous constituons un grand marché, hein, on nous enferme toujours dans les français, au point qu'au Congo, là, quand tu mets l'article lait à la place de là, les gens se moquent comme si c'était... Mais dès que vous sortez du Congo, vous allez dans certains grands pays du monde, vous êtes perdus. On doit absolument enseigner nos enfants l'anglais. Vous allez dans les pays de Scandinavie. Ils ont leur langue, je ne sais pas, le suédois, le machin, le norvégien, mais tous parlent l'anglais. En Allemagne aujourd'hui, la plupart d'Allemands parlent l'anglais. Vous français, français. France, il y a un moment où ils ont bamba maga. Vous avez entendu ce que le ministre italien a dit de la France. Bazo banga. Ils ont peur. L'anglais. Le monde makambeleka en anglais. La plupart des livres que vous voyez en français là, je dis bien la plupart, c'était d'abord écrit en anglais. Pour des chrétiens, la plupart des cantiques que les gens chantent dans des églises, des protestants, des évangéliques, c'était d'abord écrit en anglais. J'ai même découvert des vieux cantiques que nous chantons à l'Inala, livre, il y a des protestants. Tous, et tout en anglais. Évidemment, ne perdons pas nos langues, que les enfants, s'ils peuvent être bilingues, c'est quelque chose de bien. Mais, moi qui les en anglais. Les anglophones, ce n'est pas leur problème, il y a le français. Nous sommes un grand pays. Nous avons des pays anglophones qui sont nos voisins. Mais alors, dis, tu vas en anglais. Nous sommes, la SADC, là, c'est dominé des anglophones. Le commerce entre l'Afrique du Sud et le Congo, hein? La circulation des hommes entre ces deux pays. Il y a une grande communauté congolaise en Afrique du Sud, très grande. Nos hommes politiques, il ne faut pas y aller l'anglais. Chez les anglophones, ceux d'ailleurs, on est en Angleterre. En attendant, son monde est comme ça, Zoba. Donc, on est en bébélité. Je voudrais dire que vous avez instruit bien quand tu ne connais pas la langue. C'est un cliché, ce n'est pas vrai, mais c'est comme ça qu'on perçoit quelqu'un. On dit, ah. Allez, je vais prendre des commentaires et des réponses, des questions, et on va arrêter là. Alors, il y a M. Kabongo Emmanuel, il dit, peux-tu nous clarifier? Ah, bah, là, je viens de te perdre, je ne sais plus voir, parce que quelqu'un a ajouté un autre commentaire. Allez, je commence. Dieu merci, Kalombo dit, Anglo, pouvez-vous confirmer si le chef Mai Mai a été tué par l'armée congolaise? À ce stade, je ne peux pas. Attendons. Quand nous aurons des sources très crédibles, nous allons confirmer ou infirmer cette information. Roger Massamba dit, la Mouka ne font rien du tout car M. Joseph Kabila a été là pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait. M. Joseph Kabila a laissé le pouvoir grâce aux Américains, point barre. C'est un point de vue. Mais, je peux vous dire qu'ils cherchent sur base, d'abord, des informations que j'avais, et maintenant l'autre l'a dit, et sur base de ces renseignements-là, ils cherchent à créer un climat de panique. Ça, c'est vrai. Si pas la guerre, une rébellion, mais un climat de panique. Parce que tout simplement, ils veulent se positionner en cas de négociation. Parce que quand vous entendez, par exemple, ce que dit l'Union européenne,
que nous espérons, M. Félix Tshisekedi va engager les dialogues et tout ça. Donc, il cherche le moyen de venir à un éventuel dialogue dans la position des forces. Allez, continuons. Monsieur Henri Badibanga dit, cette fois-ci, Dieu va les confronter. Bon, il faut prier que Dieu plutôt qu'il change leur façon de voir les choses. Et moi, personnellement, j'encourage un dialogue, tant soit peu, appelez ça comme vous voulez, c'est pas moi qui concerne. En tout cas, une discussion pour qu'on ait un minimum de consensus, d'unité nationale, parce que nous en avons besoin. Sinon, des pêcheurs en eau trouble viendront exploiter ça et pour créer des conflits inutiles dans le pays. Lisa Marie a dit son ambassadeur s'est déjà prononcé. Bon. Daniel Bakaji qui dit les militaires américains, qu'est-ce qu'ils font dans tout ça? Bon, écoutez, ils ne vont pas entrer dans un conflit directement comme ça. D'abord, il n'y a pas de conflit militaire jusque-là. Je ne crois plus, au regard du manque de soutien diplomatique dont souffre la Mouka pour le moment, il faut le dire clairement. Je crois qu'ils vont chercher à mener comme je l'ai dit, des actions qui vont paraître comme une sorte des actions citoyennes. Parce que quand vous lisez cette interview-là, il parle de soulèvement, mais c'est un euphémisme. C'est un ancien seigneur de guerre, M. Mboussania Missi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Béni, quand il y avait la campagne. Même pendant les élections à certains endroits, on a forcé les gens à voter pour un candidat contre un autre. Suivez ces interviews, il a toujours été pour une lutte armée, pour amener les changements au Congo. Les gens de la Mouka ne veulent pas les rapprochements d'Exit Eve Bazaïba. Bon, ça peut être une posture, mais en coulisses, il y a des contacts. Ça, c'est une posture. Mettre seulement la barre très haut, mais... Lily Rose dit son interview sur France 24 est trop partisane pour la Mouka, dommage. Je crois que tu parles de Monseigneur. Doriros, 18 ans avec Kabila, nous n'avions pas encore pu décerner pendant que nous nous divisons entre Tshisekedi et Fayoliste. Kabila continue avec son plan, garde les contrôles des assemblées provinciales par ricochet des gouverneurs et du Sénat, contrôle l'Assemblée, le gouvernement et même sa Cour constitutionnelle, alternance, continuité ou élargissement du FCC. Où est l'état des droits que prônait l'UDPS? Bon, ce sujet, je l'ai abordé avec notre compatriote qui est aux États-Unis, les journalistes de la Voix de l'Amérique, Roger Moutou. Les Congolais sont toujours dans une lutte qui ne tient pas compte des textes légaux. Kabila, c'est encore lui, jusqu'à l'investiture, qui est le garant de la nation. Mais dès qu'il y a passation du pouvoir, il y a des choses ici d'Orinos que lui va garder parce que ce sont là des faits privés. FCC, c'est un fait privé. Si le FCC a gagné des élections à l'Assemblée nationale, donc il a la majorité, au niveau des assemblées provinciales, mais dans le cadre du jeu démocratique, c'est le FCC qui va les contrôler. Cela ne changerait rien si on dit, par exemple, que c'est Fayoulou qui a gagné. D'ailleurs, la contestation de la Mouka ne porte pas sur les élections législatives et provinciales. C'est là l'erreur de toute l'opposition, y compris Cash. Ils se sont plus focalisés sur le fauteuil présidentiel que sur des élections que moi j'appelle des bases proprement dites. Les élections provinciales, par exemple.
Un député national, lui, va être au niveau de l'Assemblée nationale. Il va quitter sa circonscription, je ne sais pas, de Lukala, je ne sais pas, de Malembankulu. Il passera plus de temps à Kinshasa que dans sa propre circonscription. Mais un député provincial, il vit avec la population qu'il a élue. Il va siéger dans l'Assemblée provinciale. Il est chaque jour au contact avec cette population sur place. Je comprends qu'il y a des problèmes de moyens. Mais je me dis, stratégiquement, il y avait une erreur. Aujourd'hui, ils ont obtenu la majorité à ce niveau-là. Mais politiquement, c'est correct. Ça aurait été Cash ou Lamuka s'ils avaient obtenu la majorité au niveau des assemblées provinciales. C'est eux qui allaient avoir plus de gouverneurs. C'est tout à fait logique. S'ils avaient obtenu la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, mais le Premier ministre proviendrait à supposer que Shadari passait comme président. Et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est Cash ou Lamuka qui a la majorité. Mais Shadari allait composer avec le Premier ministre qui sera issu. Avec le Premier ministre issu de la majorité au Parlement, donc de l'opposition. Les élections, ce n'est pas comme une élite de la rébellion qui veut... C'est parce que quand vous faites de la rébellion, vous détrônez celui qui est au pouvoir, vous prenez tout. Les élections, vous pouvez gagner tout, tout comme vous ne pouvez pas gagner tout. Aux États-Unis aujourd'hui, Trump fait face à une majorité au niveau de la Chambre des représentants qui n'est pas de sa tendance politique. Les législateurs congolais ont voulu ainsi. Vous savez pour quelle était l'idée? De ne pas avoir un homme fort au pays, à la tête des institutions. C'est pour amener les chefs de l'État toujours, quelque part, dans la mesure du possible, de tenir compte de l'opposition. La configuration actuelle est prévue dans la Constitution. Non seulement qu'il y a eu une erreur stratégique des partis politiques, mais même la population parlait plus d'élections présidentielles, dont je parle de la population et la société civile, que des élections, y compris l'Église catholique. Pourquoi l'Église catholique n'a-t-elle pas donné des résultats, entre guillemets, parce que l'observateur n'a pas de résultats de manière officielle. Pourquoi il n'a pas donné les résultats des élections législatives? Parce que tout était focalisé autour du fauteuil présidentiel. Et sur ce point-là, ça peut être une erreur, mais c'est dicté aussi par la réalité de la politique en Afrique, particulièrement au Congo. Au Congo, les organisations sont moins faibles par rapport aux leaders. Donc, si vous bougez le leader, vous avez plus de chances de bouger les restes des gens qui les suivent. C'est ça la réalité. Mais l'état de droit consiste à respecter aussi la Constitution. Les gens disent que le président de la République n'a pas de pouvoir dans le cadre de la cohabitation. J'ai dit, mais ça aussi, ça vient d'où? C'est pas vrai. Notre Constitution n'a jamais prévu un président de la République papette ou bien marionnette. Jamais. Même au cas où il n'a pas la majorité au Parlement, il a une parcelle de pouvoir. L'un des pouvoirs que dispose un président de la République, qui fait face à une majorité qui n'est pas de sa famille politique, c'est de dissoudre l'Assemblée. C'est énorme comme pouvoir.
Mais qui va nommer le Premier ministre? Qui est le commandant suprême des forces armées et de la police? Mes enfants. L'état des droits ne dépend pas de ça. En France, il y a eu cohabitation, mais la France était toujours un état des droits. Ne mélangeons pas les choses. D'ailleurs, il y a danger, j'allais dire. C'est vrai qu'un changement total dans le cadre démocratique était souhaité, mais il y a danger quand vous avez un président de la République qui a un Sénat, donc disons les assemblées provinciales d'abord, parce que le Sénat, finalement, les gens là ils sont élus à ce niveau-là. Et puis, il a l'Assemblée nationale, hein, où il a la majorité, et puis au Sénat. Mais là, c'est prévu dans la Constitution, mais c'est aussi dangereux quelque part parce qu'il n'y a pas équilibre de pouvoir. Il a tous les pouvoirs exécutifs. Il faut être réaliste. Kabila, c'est un acteur politique. À partir du moment où vous avez accepté les élections, vous devez être conséquent jusqu'à la fin. Si vous ne voulez pas être le schéma, alors il faut rentrer dans les schémas de ceux qui se disent résistants, bien que dans leur pratique de résistance, il n'y a rien de résistance. C'est seulement les discours. Allez, je laisse mon frère Doridos à ce niveau-là. Fiston de Gloire, il dit, y aurait-il une lutte entre différentes confessions religieuses pour contrôler le pouvoir en RDC? Pas pour contrôler, mais pour influencer, oui. Pour influencer, ça c'est vrai. Mais pas pour contrôler. Fiston de Gloire, il dit encore, pourtant Fayoul et Tshisekedi sont dans une église des réveils. Tout à fait, je l'ai dit. Non, il faut réveil dans la mesure où il parle la langue, il croit, mais à l'action du Saint-Esprit, mais à proprement parler, ils sont dans une église typiquement évangélique, j'allais dire pas pentecôtiste, parce que cette église-là fait partie des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu font partie de l'ECC, c'est la branche, l'une des communautés pentecôtistes de l'ECC. Donc, quelque part, ils sont pentecôtistes, mais ils sont aussi protestants. Voilà ce que je peux expliquer. Et c'est les assemblées de Dieu, c'est l'église qui connaît la plus grande croissance de toutes les églises dans le monde. Je dis bien dans le monde. Cornelis Mandela a dit, Anglo-Congo, pourquoi les Américains ne veulent pas assurer la sécurité de Félix? Bon, d'abord, est-ce que c'est leur mission d'assurer la sécurité de Félix? Je ne crois pas. Félix est président du Congo, élu. Sa sécurité doit être assurée par les services de sécurité congolais, c'est tout. Dedem Kadidi, maintenant que le monde s'est résolu à ranger derrière Fachi, connaissant leurs propensions à accepter le long terme, pensez-vous qu'ils seraient prêts à faire durer le mandat de Fachi jusqu'à au moins 10 ans et que pour le plus long terme, il y aurait marge à modifier la Constitution? Bon, écoutez, moi, il y a des choses que je ne souhaite pas. Il est vrai qu'un parti aussi grand que l'UDPS, quand un tel parti vient aux affaires, il y a beaucoup de chances que les candidats d'un tel parti fassent 2 mandats. Mais ça doit venir du peuple. Je ne souhaite pas que ça vienne de l'Occident. Pourquoi? Parce que le jour que l'Occident décidera avec mandat ou pas mandat du peuple de vous chasser, il va vous chasser facilement. « 10 ans, oui, s'il est élu, il peut faire un 2e mandat. C'est tout ce qu'on peut dire. Il faut qu'il soit élu.
réélu au fait, alors qu'il fera 10 ans. Mais les mandats actuels qui courent, c'est de 5 ans. Mon frère Anthony de son père dit cette guerre des confessions religieuses a commencé quand Kabila a reconnu officiellement l'église des réveils. Oui, je dirais même bien avant, mais elle était en sourdine, les gens ne se rendaient pas compte. Guy Robin Hood, il dit, je pense si on a encore des Mende, Cheo Kitundu, Kalev, Nehemi, Tambo, Rouberoa, dans le nouveau gouvernement, la crédibilité de Fachi va réellement diminuer. À mon avis, il doit marquer un bon début pour taire ses détracteurs et ramener le reste des gens qui doutent encore de lui. Et pour cela, ça demande des génies, des technocrates à ses côtés, pas des Toyoyos, c'est des Dialelo, génération Fachi, qu'on voit sur Facebook, France, Canada. Ces gens ne soient même pas ces porteurs de bagages ciréales des chaussées. Donc tu as à partir de raison, et parmi ces gens-là qui vous dites des générations Fachi, il y en a qui sont des cadres dans certaines entreprises, pas tous bien, mais il y en a quand même des gens qui ont fait preuve dans certaines entreprises ou organisations. Donc, on ne peut pas les refuser tout simplement parce qu'il faut Dieu. Parce que c'est les lieux de M. Félix Tshisekedi. Alors, bon, on va certainement retrouver, ce n'est pas un problème d'individu, on va certainement retrouver les Mende, parce qu'il fait partie du FCC. On pourra les retrouver dans les gouvernements. Mais il reviendra à M. Félix Tshisekedi de tenir compte de l'opinion parce qu'il a un pouvoir des droits de veto pour dire pas celui-ci. Alors, je commence à chuter. Toponi Congo, il dit on peut conclure que Fayoulou est lâché par les Occidentaux. En tout cas, c'est clair que M. Fayoulou est lâché. Allez. Voilà. Est-ce que Anthony de Sepin dit j'ai essayé maintes fois d'expliquer cette histoire, c'est le monde anglophone versus francophone. Oh, mais c'est ça la réalité, tu avais raison. Bon, je dois arrêter là. Je dois dire que la Mouka a perdu sur le terrain diplomatique, ils doivent admettre, et il a perdu les élections, parce que la Cour constitutionnelle le dit. Quand on parle de récomptage, voici ma position, j'ai toujours dit, vous amenez d'abord les preuves, toutes les preuves, alors on va faire le récomptage. S'il n'y a pas toutes les preuves, c'est difficile. Donc voilà, je commence là à me fatiguer. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. Ben, souffrez, que j'arrête là, parce que si j'ai autre chose à faire. Bye bye. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bye.